Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la fiscalité 2026. Je suis Philippe Ambon, directeur du développement et je suis accompagné de Stéphane que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc Stéphane Montagnon, chez Olson, m'occupe du pôle conseil. Bienvenue pour ce webinaire qui excite la curiosité de tout le monde. À quelle sauce on va se faire croquer cette année? Finalement, une trajectoire qu'on va vous partager. On va essayer de vous éclairer pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble. Vous avez normalement sur ce format webinaire la possibilité d'accéder au module questions-réponses qui vous permettront de nous poser des questions et on essaiera de répondre à toutes celles qui nous sont posées. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous allons traiter de manière très séquentielle les différentes taxes qui impactent votre flotte auto et donc on prendra les questions peut-être par taxe au fur et à mesure. On va débuter sans tarder par un petit résumé finalement de ce qui nous attend cette année. Mais avant ça, je voulais juste vous représenter pour ceux qui ne nous connaîtraient pas Olson. Olson est un acteur dédié à la performance des flottes automobiles avec 4 métiers. 2 métiers cœur, le conseil. Nous sommes nés dans le conseil avec notamment une activité liée à la réduction de coûts et à l'accompagnement de la transition énergétique et puis tout ce qui tourne autour des organisations en charge du parc automobile. Nous avons été sollicités par un certain nombre de nos clients au fil du temps pour développer une activité de fleet management qui est devenue la première activité d'Olson aujourd'hui avec près de 15 000 véhicules en gestion qui font toute notre fierté d'accompagner de l'utilitaire, des véhicules de fonction. Et puis, nous avons 2 métiers support à côté qui sont la formation au métier de gestionnaire, puisque ce métier qu'on pratique tous autour de la caméra, je crois, de près ou de loin, ne s'enseigne pas de manière académique et nous avons donc développé des modules pour accompagner les personnes qui gèrent des parcs auto et nous distribuons un logiciel de gestion de flotte. Voilà qui est Olson. Alors, pour revenir à notre préoccupation du jour, la fiscalité, Il faut partager l'écran, je pense. Absolument, merci Stéphane. Et donc, on va tout de suite rentrer dans la présentation maintenant de la fiscalité et je vais vous partager quelques slides. Stéphane, je te propose peut-être de nous faire un petit récap des éléments saillants que tu as pu lire sur cette grille de fiscalité 2026. Oui, donc déjà, il y a un élément constant depuis plus de 10 ans maintenant, c'est le fait qu'en France, la fiscalité est indexée sur le CO2. Donc, si tous les ans, on ne réduit pas ces émissions de CO2, on accepte de payer plus cher. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qui est important, c'est qu'en 2025, il y a eu 2 réformes très importantes, d'ailleurs qui ont un lien, même si elles n'ont pas de lien direct. C'est un sujet sur la TVA, puisque désormais, sous certaines conditions, la TVA est récupérable sur les VP. Donc ça nécessite de changer ces règles d'avantage en nature, mais c'est une nouvelle possibilité qui est offerte, qui n'est pas offerte, en fait, qui est obligatoire même. Et puis une réforme des avantages en nature qui a eu lieu 2025 et qui prendra encore plus d'effet en 2026 puisqu'on est en année pleine. Ensuite, sur les seuils, on va le voir dans le document, mais on a une forme de continuité. Il y a une assez grande visibilité sur la fiscalité en France. On peut quasiment prédire ce qui va se passer l'année d'après, avec un peu de coloration politique néanmoins tous les ans qui font jouer le curseur. Mais on a un niveau de taxation qui devient très élevé pour les véhicules qui émettent plus de 130 grammes. Et puis, on a un changement lié au malus au poids, avec un abaissement du seuil de 100 kg. C'était une taxe qui était historiquement à 1800 kg et désormais qui démarre à 1500 kg. Et puis, en termes d'accompagnement sur l'électrique, toujours beaucoup d'aides, en fait, qui sont plutôt des exonérations. Mais après la suppression du bonus écologique, la mise en place des certificats d'économie d'énergie, qui est plutôt renforcée cette année par rapport à l'année d'avant. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aborde le malus écologique. Le malus écologique, souvenez-vous, il avait été créé en 2007 suite au Grenelle de l'environnement et donc l'objectif était d'aider les Français à prendre finalement en considération le fait que le véhicule qu'ils avaient émettait pas mal de CO2. Je vous rappelle, à l'époque, on est à 160 grammes en moyenne sur le parc automobile français. Et donc, à l'issue du Grenelle de l'environnement, on décide de taxer les particuliers et les entreprises sur le fait qu'à chaque fois qu'elles immatriculent un nouveau véhicule, eh bien, il faut qu'ils flèchent le fait d'aller vers des véhicules vertueux et de punir ceux qui choisiraient des véhicules les moins vertueux. Et une fois que la taxe a été mise en place, eh bien, chaque année, elle se durcissait un peu.
Donc, ce malus, il est orienté au fil du temps et on a voulu vous mettre une perspective ici pour vous montrer qu'il y a une constance dans sa construction, puisque chaque année, on abaisse de 5 grammes environ le début du seuil sur lequel les malus commencent à s'appliquer. Et donc, vous voyez bien la trajectoire qu'on a remise 2020-2028. On voit bien que tous les 2 ans, on a 10 grammes de moins pour commencer la taxe et qu'ensuite, sinon, c'est mécaniquement exactement les mêmes montants. Donc, ce malus, finalement, les entreprises l'ont plutôt bien intégré. Et après ça, il faut remettre en perspective le fait qu'un malus n'est pas annualisé, n'est qu'une fois. Donc, quand vous prenez un malus à 300 € sur un véhicule que vous gardez en moyenne 42 mois dans les flottes, finalement, le coût est très indolore ramené au TCO annuel d'un véhicule. En revanche, il devient extrêmement punitif si vous restez sur des véhicules fortement grammés. Et quand je dis ça, il y a quelques années, 150 grammes, c'était le standard que vous aviez dans la plupart de vos flottes. En 2026, un véhicule à 150 grammes vous coûterait 4 279 €. On n'est plus du tout dans l'épiphénomène ou l'épaisseur du trait. On est dans quelque chose d'un peu plus saignant. Stéphane, souhaites-tu ajouter des éléments? Oui, je veux bien juste rajouter, on a de nouveau un effet commun quasiment sur toutes les taxes, c'est l'effet exponentiel. Un peu à l'image de l'impôt sur le revenu, on est taxé en tranche marginale. Donc là, ce n'est pas une taxation en tranche marginale, le malus, mais néanmoins, on a bien cet effet multiplicateur. À 110 grammes, c'est 100 € en 2026. On fait x3 pour 10 grammes de plus. On refait x3 pour 10 grammes. Non, pardon. Voilà, pour 10 grammes de plus. Voilà, si tu peux encore x3 si on met 10 grammes, encore x3. Donc, on a toujours cet effet exponentiel où quand on passe un seuil, on accepte de multiplier par 3 sa fiscalité. Et donc, il faut faire attention, surtout en fin d'année, quand on fait des choix, parce que c'est la fiscalité de l'année de livraison qui s'applique et pas l'année de la commande. Et donc, ce qui fait foi, c'est la date de la carte grise, puisque le malus est payé avec la carte grise. Oh, puis je crois que les hybrides rechargeables ne sont plus exonérés, c'est important de le souligner, mais finalement, ils évitent cette taxe par le fait que, simplement aujourd'hui, leur grammage d'immatriculation fait qu'ils ne sont pas dans les seuils concernés, mais on peut imaginer que d'ici une dizaine d'années, ils seront dans l'œil du cyclone, puisque chaque année, on perd 5 grammes. Premier malus, donc, malus écologique aux émissions de CO2, et puis on a un malus qui a maintenant été créé en 2022 avec une mise en route en 2023, qui est le malus au poids, que je vous propose de découvrir sans plus tarder. Et donc, baisse de ce malus de 100 kg sur les véhicules thermiques. Et donc, le grammage qui était autorisé en 2025, sans pénalité, pardon, le grammage, le poids, la masse, était de 1600 kg pour un véhicule essence ou diesel, donc un thermique classique. Si vous aviez une hybridation donc non rechargeable, on avait un bonus de 100 kg et on avait 200 kg de majoration pour l'hybride rechargeable. Ces plus 100 et plus 200 sont maintenus, mais le seuil de démarrage de ce malus est abaissé de 100 kg de manière générale. Donc on passe à 1500 kg, ce qui veut dire que globalement, tout ce qui est format citadine passe encore, mais dès que vous allez commencer à aller sur un SUV compact, eh bien, un certain nombre d'entre eux sont à ses limites. Alors, l'information à retrouver sur le poids du véhicule, sur une carte grise, vous avez plusieurs poids qui sont indiqués. C'est la rubrique G, masse en service, c'est-à-dire le poids du véhicule vide, majoré de 75 kg, qui est le poids moyen d'un conducteur au volant du véhicule. Donc voilà comment vous pouvez retrouver cette information-là. Et je vais laisser Stéphane nous expliquer un peu ce barème marginal et puis qu'on puisse regarder cet exemple qui est assez percutant. Voilà, donc effectivement, ce qu'évoque Philippe, c'est qu'il y a un chiffre de référence, 1500 kg pour l'année, et puis il y a deux énergies qui ont une petite aide, c'est l'hybride et l'hybride rechargeable, ce qui permet d'augmenter le seuil de déclenchement. Ensuite, c'est une taxe qui est calculée par tranche marginale avec un poids au kilo qui augmente quand on rentre dans des poids élevés. Donc en bas à gauche de la page, jusqu'à 1500 kg, c'est 0 € par kilo. De 1500 à 1699, c'est 10 €, ce qui veut dire que vous allez payer 10 € pour chaque kilo situé entre 1500 et 1700. Et puis ensuite, vous allez payer 15 € pour chaque kilo entre 1700 et 1800, etc., etc. Ce qui fait que quand on dépasse les 2 tonnes, c'est 30 € par kilo supplémentaire. Et donc, c'est des pénalités qui montent assez vite et qui pénalisent notamment l'hybride rechargeable, qui a un poids plus élevé et qui n'a pas un abattement si fort que ça. À droite, vous avez deux exemples. Pour un véhicule
qui pèse 1800 kg un véhicule thermique, donc c'est des véhicules assez classiques désormais dans les flottes. On a 3500 € de malus au poids. Et pour un hybride rechargeable, on part du 2300, 2300 c'est le poids, donc c'est déjà un véhicule assez lourd. On a un abattement de 200 kg, enfin de 15%, mais plafonné à 200 kg, ce qui fait qu'on retient 2100. Et ensuite, dans 2100, donc on va appliquer le tarif. Première tranche, 0 €, deuxième tranche, 10 €, etc. Et donc pour 2100 kg, le malus au poids va être de 11 000 €. Et 2100 kg, ce n'est pas des véhicules qu'on ne voit jamais dans la rue ou dans les car policy, il y en a. Et cette taxe, elle n'est pas encore bien perçue dans les car policy, bien comprise, puisqu'on a encore assez rarement des chartes conducteurs ou des guides qui fixent un poids maximum selon les énergies. On est resté sur le CO2, alors que désormais, c'est plutôt le malus au poids qu'il faut regarder que le malus CO2. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Je vous propose qu'on quitte les malus, donc malus qui sont liés à l'immatriculation d'un véhicule, et qu'on se tourne maintenant vers les taxations qui sont des taxations récurrentes. Et on va donc commencer par la taxe sur les émissions de CO2. Et finalement, cette taxe sur les émissions de CO2, on a une constance aussi, c'est qu'elle est progressive, mais qu'elle est de plus en plus dure et qu'elle est analysée. Ça veut dire que quand je décide de rentrer un véhicule dans ma politique automobile, si je prends l'exemple d'un véhicule qui aurait fait 150 grammes et que je décidais de rentrer en 2023, donc tout à gauche de mon écran, eh bien c'était 600 € par an, on pouvait se dire que c'était quelque chose d'acceptable. Vous gardez, comme je le disais, en moyenne vos véhicules 42 mois en France, dans les flottes. Eh bien, ça veut dire que ce même véhicule, au bout de la 4e année, il était passé à 1733, c'est-à-dire quasiment x3. Donc, on doit toujours avoir l'idée de se projeter dans le futur quand on essaye de se dire à quel moment je vais avoir un point qui va être un point de décrochage en termes d'acceptabilité d'explosion du coût du véhicule. Et donc, votre loyer va peu bouger, l'assurance pourra être majorée un petit peu, mais cette taxe-là, faire x3 en l'espace de 3 ans et demi, ça va être compliqué à justifier. Donc, vous devez anticiper ça, et je pense que là, dans la construction des car policy, on a un exercice, et je vais laisser Stéphane se prononcer, mais on a essayé de tirer un peu des hypothèses sur ce que pourrait être la tendance dans le futur, et qui montre qu'a priori, il faut rester mesuré et qu'il y a un grammage à viser peut-être. Oui, déjà, de nouveau, on a une assez grande visibilité sur cette fiscalité. Il y a eu un vrai changement en 2023, donc à la fois lié au changement de barème d'homologation des véhicules NEDC, NEDC corrélé, WLTP, donc il y a eu un réajustement des barèmes et une très forte hausse entre 2023 et 2024, puisque ces montants de taxe CO2 ont quasiment doublé. Mais depuis, on a une trajectoire qui est à peu près stable. Et donc, on voit, on a nous projeté au-delà de 2027, puisque pour 2027, tant qu'il n'y a pas un nouveau projet de loi de finances ou de loi de finances qui vient écraser le texte, on a déjà les valeurs. Et donc, en 2026, un véhicule à 110 grammes, c'était 283 €, la courbe jaune en bas, 333 en 2027. Et on pense que cette courbe va suivre cet effet-là, presque 400 €, et puis finir à 700 € à peu près en 2030. Donc, les hypothèses Olson, on est assez confiant sur le fait qu'elles vont se réaliser, ce qui fait que quand vous choisissez vos règles de politique auto sur l'année 2026, il ne faut pas tenir compte du barème 2026. Il faut regarder ce qui va se passer dans 4 ans pour éviter d'être dans des courbes qui montent beaucoup. Si dans votre car policy, vous avez fixé 140 grammes de CO2 maximum, déjà, vous acceptez de payer 1 200 € sa première année, mais vous acceptez de payer 2 300 € la dernière année de présence du véhicule dans le parc. Donc, 2 300 €, c'est quand même des montants importants, tout ça étant récurrent, payé annuellement. Voilà. Donc, il faut fixer son seuil maximum de CO2 acceptable, pas en fonction de la fiscalité de l'année, mais de la fiscalité qui va arriver et qui va augmenter, on le sait déjà. Donc, piloter une trajectoire plutôt qu'une donnée à un instant T, en fait. On passe maintenant à la taxe sur les polluants atmosphériques. Souvenez-vous, c'était la deuxième partie de l'ex-taxe sur les véhicules de société, TVS. Et donc, cette taxe a été maintenue, mais simplement, elle est cassée en 2 briques maintenant. Et donc, cette taxe des polluants atmosphériques, eh bien, elle a encore été majorée pour être passée à 130 €. Donc, il y a quelques années, vous étiez à 20 € sur un essence et 100 € sur un diesel. Ici, on voit une trajectoire qui est aussi intéressante, puisque pour la première fois, on nous annonce sur cette
taxe sur les polluants atmosphériques une trajectoire à l'horizon 2028. Des choses que tu veux nous partager, Stéphane? Oui, on est même passé de 40 euros à 500 euros pour les diesels, puisqu'il y a même une phase préalable à celle-ci. Donc là, on a bien la traduction de la politique générale. On a à la fois une incitation à réduire les émissions de CO2 via toutes les taxes qu'on a vues, et puis là, on est plutôt sur un sujet de qualité de l'air. Le fait de supprimer le diesel, c'est pas pour une histoire, c'est pas pour un sujet, enfin c'est aussi un sujet de CO2, mais c'est avant tout pour régler, pour améliorer la qualité de l'air, notamment dans les agglomérations. Et c'est pour ça que les véhicules diesel sont de plus en plus taxés pour les exclure des politiques auto. Ce qu'on peut juste rajouter qu'on n'a pas dit précédemment, mais c'est que les véhicules électriques sont exonérés de toutes les taxes qu'on a citées précédemment, y compris le malus au poids, ce qui était un des arbitrages qui pouvait être réalisé dans le projet de loi de finances 2026 et qui a finalement été exclu, c'est que les véhicules électriques auraient dû rentrer dans le calcul, dans la taxation, notamment les non-éco-scorés, et finalement tous les véhicules électriques restent exonérés. Donc de la taxe sur les polluants atmosphériques, ça paraît logique par nature, de la taxe sur le poids, du malus au poids et de la taxe CO2. Il n'y a pas aucun changement sur ces sujets-là. Donc, quand on regarde ça, on voit bien que l'écart se creuse d'un point de vue fiscal entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. La tendance était lancée depuis plusieurs années et elle s'accentue désormais quand on choisit de ne pas aller sur l'électrique, enfin si on a le choix, hein, évidemment, c'est accepter de payer plus de taxes année après année. Merci beaucoup Stéphane. On va quitter la compta et se diriger peut-être à la paye pour aller parler du sujet des avantages en nature maintenant. Et donc, sujet des avantages en nature qui est tellement compliqué qu'on a saucissonné un peu le slide pour présenter tout ça parce que c'est un peu riche. Alors peut-être de revenir sur la présentation des deux barèmes. Je crois que peut-être Stéphane, si tu peux commencer par réexpliquer les mécaniques en achat et puis on parlera de la location après. Oui, donc déjà sur le contexte, l'avantage en nature, c'est quand même une bascule très forte qui s'est passée en février 2025. Donc réforme des avantages en nature annoncée fin février, rétroactive au 1er février. Donc on va dire un peu violent pour les entreprises, pour les collaborateurs, puisqu'un véhicule commandé 6 mois avant, livré le 2 février, se voyait appliquer de nouveau le barème alors que personne ne savait que ça allait arriver. Voilà. Donc, quand on calcule les avantages en nature, on a plusieurs méthodes possibles. L'URSSAF donne des barèmes forfaitaires qui sont liés à deux assiettes, soit sur la base du prix d'achat remisé. Donc là, c'est le calcul, c'est on prend le prix d'achat remisé, on multipliait par 12% et ça donnait le montant quand l'entreprise prenait en charge le carburant personnel. À chaque fois, on fait la distinction entre carburant personnel inclus ou exclu. Donc passage en 2024 de 12%, à partir de février 2025, 20%. Si le carburant personnel n'est pas pris en charge par l'entreprise, le barème est passé de 9 à 15%. Je ne dévoile pas un grand secret mathématique, mais si vous regardez tous ces barèmes, globalement, ils ont tous augmenté de 66%, passé de 12 à 20, de 9 à 15, c'est plus 66% en termes de hausse de barème. Et on va y revenir juste après, mais ce qui est particulièrement intéressant intellectuellement intéressant, c'est que cette taxe, c'est ce qui fait la bascule pour l'entreprise et le collaborateur. Les deux parties ont des intérêts alignés sur le sujet. Quand l'avantage en nature augmente, le coût collaborateur augmente, le coût entreprise augmente. C'est pour ça que c'est une sorte de révolution sur l'appréhension des collaborateurs sur les différentes énergies. Et donc, on a un deuxième volet de calcul qui sont liés au loyer. Donc, quand le carburant personnel est pris en charge par l'entreprise, on pouvait appliquer un barème de 40% qui passe lui à 67%. Une petite précision technique, c'est 40% du loyer plus carburant. Et on constate, nous, assez régulièrement des erreurs dans les calculs sur le fait d'oublier cette partie-là. Donc 40% du loyer plus carburant qui passe à 67%. Et quand le carburant est exclu, 30% du loyer qui passe à 50%. De nouveau, mathématiquement, ça fait plus 66% pour toutes ces assiettes. Alors Stéphane, je crois que tu as précisé un élément, mais on va remettre quelques détails qu'on croise parfois en termes d'oubli. Vous devez inclure la prestation pneumatique si vous l'avez souscrite chez le loueur aussi dans le loyer.
Et si vous avez exclu les pneus et que vous les consommez à l'unité, il faut avoir créé une provision pneumatique ou alors l'année où il y a des pneus qui sont consommés, les ajouter dans le calcul. Et puis n'oublions pas un élément important, les frais d'assurance. Donc vous devez retrouver financement, entretien, y compris pneumatique, assurance et la dépense de carburant. Quels sont les véhicules qui étaient concernés, Stéphane? On reprend ça rapidement. Donc après le jour où le texte est paru, tout le monde a un peu paniqué parce qu'on a cru que ça s'appliquait à toute la flotte. Mais en fait, ce qui fait foi sur les avantages de la nature, c'est la mise à disposition. Donc c'est pas l'âge du véhicule joue, mais pour une autre raison. Mais c'est pas est-ce que le véhicule est arrivé dans la flotte avant le 1er février ou après le 1er février, c'est est-ce que le véhicule est mis à disposition d'un collaborateur avant ou après le 1er février. Si c'est avant le 1er février, il conserve les règles dites 2024. Si c'est après le 1er février, il se voit appliquer le nouveau barème. Donc quand je réaffecte un véhicule livré en 2023 et que je le réaffecte en janvier 2026 à un autre collaborateur, alors il a les nouvelles règles, alors le précédent conducteur avait les anciennes règles. Donc j'ai un surcoût mécanique pour l'entreprise et pour le collaborateur lié au fait de réaffecter des véhicules thermiques, puisque pour un véhicule, l'autre sujet aussi, c'est qu'on a désormais une distinction entre les véhicules électriques, entre éco-scorés et non éco-scorés. Et donc, si je réaffecte un véhicule sans éco-score, alors il se voit aussi appliquer le nouveau barème. Donc, j'avais précédemment un abattement sur cet avantage de la nature pour un véhicule électrique en général. Désormais, je n'ai plus d'abattement sur ce véhicule électrique sans éco-score, ce qui pose aussi problème pour ces véhicules. Stéphane, j'ai une question là. Est-ce que tu peux rappeler juste très rapidement ce que c'est qu'un véhicule éco-scoré? Parce que tout le monde doit connaître un peu, mais visiblement, on n'est pas encore tous à la page. Voilà, un véhicule, si on devait simplifier le terme éco-score, on dirait un véhicule produit en Europe. Même si c'est un peu plus compliqué que ça, puisque l'éco-score, c'est une note donnée par l'ADEME qui tient compte du lieu de production du véhicule et donc du mix énergétique du pays de production, du transport, du poids du véhicule, de la taille de la batterie, du lieu de production de cette batterie. Donc c'est un calcul assez complexe pour aboutir à une note. Si le véhicule a plus qu'une certaine note en termes de vertu, alors il bénéficie d'un éco-score. S'il ne l'a pas, il n'aura donc pas cet éco-score et sera soumis au régime général pour les véhicules. Donc, si je comprends bien, le véhicule pas éco-scoré, il est assujetti comme un thermique en fait. Il est assujetti presque comme un thermique. Le seul bénéfice qu'il a, c'est que l'électricité, si jamais l'entreprise prend en charge les consommations électriques personnelles, l'électricité ne rentre pas dans l'assiette, donc il bénéficie quand même un taux plus bas qu'un véhicule thermique, puisque on lui applique le barème du bas plutôt que le barème du haut, le barème sans carburant plutôt que le barème avec carburant. Donc, si on prenait l'exemple là, le véhicule électrique non éco-scoré, au lieu d'être à 20% si on était en base achat, serait traité sur la base à 15%. Exactement. Extra. Et alors, il y a peut-être un deuxième critère, c'est en effet l'énergie que tu viens d'expliquer. Et donc là, voilà. on retrouve. En fait, c'est plus simple, enfin c'est simple, c'est pas très simple, mais globalement, en flotte auto, désormais sur la fiscalité, il y a deux types de véhicules. Il y a les véhicules thermiques. Dedans, on va remettre le GPL, le diesel, l'essence, le mild hybride, le full hybride. Tout ça, c'est thermique. Hybride rechargeable, tout ça, c'est thermique, donc c'est soumis à l'ensemble de la fiscalité. Et ensuite, on a les électriques avec deux distinctions, éco-score, sans éco-score. Pour les avantages en nature, tous les véhicules subissent une hausse de l'assiette, sauf une typologie de véhicules, les véhicules électriques avec éco-score. Et aujourd'hui, des véhicules avec éco-score, il y en a plein les catalogues des constructeurs, donc on arrive à construire une car policy, ce n'est pas un obstacle. Ok, c'est très clair, mais finalement, peut-être qu'un bon exemple vaut mieux 1000 mots. Ce que je propose, c'est qu'on passe sur le slide d'après qui permet justement d'illustrer le propos. Je te laisse le commenter. Je crois qu'on est sur la base locative dans cet exemple. Voilà, donc on a pris un exemple pour un véhicule qui a un loyer de 755 €. En 2024, quand l'entreprise ne prenait pas en charge le carburant personnel, on appliquait un barème de 30%. 30% fois 755, ça fait donc une assiette de 215. Le 215, c'est un montant qui sert à calculer de la fiscalité. Ce n'est pas un coût en tant que tel,
c'est ce qui va permettre d'asseoir le calcul des cotisations patronales pour l'employeur, et puis salariales, puis l'impôt sur le revenu pour le collaborateur. Et donc là, on a modélisé l'impact collaborateur et l'impact entreprise. Quand j'ai 215 euros d'avantage à nature, j'ai 94 euros de coûts personnels pour le collaborateur. C'est le mélange des cotisations salariales et de l'impôt sur le revenu qu'il paye sur cet avantage en nature, et les cotisations patronales pour l'employeur, qui sont à peu près de la moitié du montant. Donc on a quasiment un coût assez proche entre le collaborateur et l'entreprise, même si pour le collaborateur, ça dépend aussi de sa situation personnelle, puisque l'impôt sur le revenu rentre dans le calcul. Donc, selon ma situation familiale et évidemment selon mon niveau de revenu, je paye plus ou moins de taux marginal d'imposition. Néanmoins, on voit bien les faits. Quand on était en 2024, on avait 215 euros d'avantage en nature. Nouveau barème, on passe à 358 euros. On retrouve bien les 2 tiers d'augmentation qu'on évoquait, ce qui fait que pour le collaborateur, plus 60 euros par an, pour l'entreprise, plus 70. Et donc, selon les cas personnels, on va être entre 800 et 1500 euros de coûts personnels supplémentaires pour les collaborateurs. Et c'est pour ça que cette réforme a créé une forte motivation des collaborateurs à passer à l'électrique, puisqu'en passant à l'électrique, ça permettait de réduire les assiettes, voire même ça permettait de maintenir ou de réduire les assiettes. Et on a exactement le même effet quand on prend le barème avec carburant. C'est juste que la hausse est plus forte en valeur, puisqu'on a des assiettes plus fortes avec le carburant que sans le carburant. Ça pose même la question de la pertinence économique, en plus on va dire, du côté probablement pousse au crime de prendre en charge le carburant personnel, de la pertinence économique d'avoir le carburant pris en charge par l'entreprise. Ce n'est pas toujours le cas, puisque le surcoût fiscal est parfois supérieur au bénéfice économique d'avoir le carburant payé par l'entreprise. Je crois même qu'il y a eu un effet induit, c'est qu'il y a un barème qu'on n'aborde pas aujourd'hui, mais finalement qui a été mis en lumière par le fait que les coûts explosaient un peu pour les salariés. Et il existe ce fameux barème aux frais réels de l'URSSAF, et finalement qui a repris un coup de projecteur, parce que pour les très gros rouleurs professionnels, ça redevenait une alternative intéressante. Est-ce que peut-être tu peux en parler 30 secondes? Oui, oui. Donc, effectivement, l'avantage en nature, c'est un principe déclaratif, c'est-à-dire que l'URSSAF donne des méthodes, mais en théorie, la créativité de chacun pourrait permettre de créer sa propre méthode si elle est validée par l'URSSAF et justifiée. Néanmoins, c'est quand même plus simple de suivre les barèmes URSSAF en termes de contrôle. On a un texte pour expliquer. Dans les propositions d'URSSAF, il y a ce qu'on appelle le calcul au réel. Et ce calcul, il est un peu plus compliqué que ce que je vais dire, mais pour simplifier, pour passer au réel, on va faire un ratio qui est le kilométrage personnel divisé par le kilométrage total. Et donc, plus je suis un rouleur professionnel, c'est-à-dire que ma part de perso est faible dans mon total de kilomètres, plus mon ratio est faible. Si je fais 50 000 km par an, mais dont 10 000 à titre perso, 10 000 divisé par 50 000, ça fait 20%. Si je compare 20% de taux réel personnel à 67% de barème fixé par l'URSSAF, on se doute bien que le calcul au réel va devenir plus avantageux. Et donc, c'est une des solutions pour des cas où on ne peut pas passer à l'électrique et qu'on doit impérativement rester en thermique, mais qu'on est un grand rouleur professionnel. Pour limiter cette hausse, on peut passer au réel. Par contre, ça demande la charge de la preuve est à l'entreprise, donc il faut prouver quelle est la répartition entre perso et pro. Donc, avoir un carnet de bord, et aujourd'hui, souvent ce carnet de bord, il est plutôt électronique en utilisant la télématique du véhicule. Voilà. Mais c'est tout un projet gestion du changement pour faire accepter la télématique. Mais de nouveau, cette réforme d'avantage en nature, elle a tout d'un coup libéré l'état d'esprit des conducteurs qui se disent que la télématique, ça peut aussi être à leur service. Ce n'est pas que un sujet de flicage, en tout cas en termes de perception, ce n'est pas qu'un sujet de flicage du collaborateur. Ça peut aussi être, c'est utile pour la gestion du véhicule et notamment pour les avantages en nature. Mais je crois que dans les accompagnements que tu as fait de quelques entreprises sur ce sujet-là, je crois que tu es même allé jusqu'à aller en CSE pour faire l'explication auprès des représentations du personnel. Hein. Oui, oui, il y a un vrai changement. Une fois qu'on arrive en fait, c'est assez naturel. Le véhicule, c'est aussi un sujet, c'est avant tout, c'est souvent un sujet d'attractivité, un sujet de rémunération.
Et donc, si on explique que le collaborateur a aussi un intérêt à changer les choses, bah, c'est beaucoup plus simple de convaincre qu'un nouveau dispositif peut être en place. Mais néanmoins, il faut passer par le CSE, expliquer ce qu'on fait de la donnée, comment elle va être traitée, quel est le bénéfice, quels sont les risques, etc. Mais oui, oui, ça fait partie des choses qu'on a fait et ça se passe très bien en général parce que c'est bien, enfin, il faut bien expliquer les choses et tout le monde, une fois que c'est bien expliqué, tout le monde est plutôt motivé. Je crois que quand il y a un gain économique, ça facilite un peu l'équation aussi pour faire passer les messages. Oui, bien sûr. Et là, on l'a pas mis, mais le sous-entendu de ça aussi, c'est que le véhicule électrique éco-scoré, c'est celui qui permet de réduire les assiettes d'avantage en nature. Là, à l'écran, vous avez des assiettes autour de 200 euros, l'équivalent 200 à, enfin de 200 à, pardon, aujourd'hui de 400 à 600 euros en véhicule thermique. En électrique, on est plutôt entre 120 et 180 euros d'avantage en nature pour des véhicules de même niveau. Donc une vraie baisse de l'assiette quand on passe en électrique. Et si on reste en thermique, on accepte une hausse très forte de l'avantage en nature. Merci beaucoup Stéphane. Je ne vois pas de questions sur le sujet. On va donc pouvoir passer au point suivant, mais qui est toujours lié à cette électrification du véhicule. C'est cette fameuse borne qu'on installe au domicile pour charger le véhicule, puisque une des conclusions des ateliers qu'on peut mener ou des missions sur le sujet de la transition énergétique, c'est que globalement, idéalement, il faut charger le véhicule là où il dort, et donc la plupart du temps au domicile du collaborateur. Donc on avait un dispositif de subvention de l'État pour accompagner un particulier à l'installation d'une borne à la maison. Ce dispositif n'a pas été reconduit cette année. Donc les entreprises qui disaient je fais payer la borne aux collaborateurs qui bénéficient du crédit d'impôt et puis derrière, on s'en débrouille pour voir s'il y a une prime ou il y a un schéma qui vient compléter la chose. Ça, c'est terminé, ça ne marchera plus. Donc ça, c'est un point important à intégrer dans vos réflexions autour de l'électrification du domicile. Et puis après, Stéphane, je vais te laisser expliquer la notion d'avantage en nature sur cette histoire de borne, parce que selon qu'on l'achète, qu'on la loue, je crois qu'il y a des schémas qui changent un peu. Oui, c'est sûr. Alors, si vous trouviez que les avantages en nature, c'était une usine à gaz, les bornes, c'est un peu le même sujet, puisqu'on a une distinction faite selon ce qu'on prévoit de faire pour le collaborateur en cas de départ. Donc, schématiquement, l'entreprise a le droit de financer des bornes pour ses collaborateurs et n'a pas besoin de déclarer d'avantages en nature si elle décide de payer la borne, sauf s'il quitte l'entreprise. Bon, il y a quand même, dans une carrière, il y a quand même de fortes chances qu'un collaborateur quitte l'entreprise. Donc, mécaniquement, on est à peu près sûr qu'on aura soit à désinstaller la borne, soit à déclarer un avantage en nature. Donc, le premier sujet, c'est ça. C'est si je décide de financer la borne au domicile, je dois décider de ce que je fais en cas de départ du collaborateur. Si je prévois de désinstaller la borne, il n'y a pas d'avantage en nature. Si je ne prévois pas, il faudra prévoir 50% d'avantage en nature sur le montant. Il y a des subtilités liées au plafonnement. Le maximum de prise en charge par l'entreprise, c'est 1043 euros. Au-delà, on déclenche un avantage en nature. Et puis, il y a aussi une règle liée au temps. Au-delà de 5 ans, ce n'est pas le même plafond qu'en dessous de 5 ans. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, Stéphane, si j'ai une borne qui vaut 1500 euros et que l'entreprise décide de l'acheter, si j'entends bien, il y a 1043 euros sur lesquels il n'y a pas d'avantage en nature et allez, j'arrondis, les 500 euros qui dépassent, eux, seraient assujettis à des cotisations patronales et salariales, c'est bien ça? Alors, c'est presque ça. Ouais, Bon, c'est d'abord, on calcule le 50%. Donc, si j'ai 1500 euros dans l'exemple, jusqu'à 750 euros, il n'y a pas d'avantage en nature. d'accord. Mais là, comme on n'a pas le droit de prendre plus que 50% en charge, de 750 à 1500 euros, là, il y aura un avantage en nature. Donc, on applique d'abord le 50% en termes de plafonnement et ensuite 1043. Donc, un contre-exemple, si on avait une borne qui coûte 2500 euros à l'installation, Mhm. là, l'avantage en nature se déclencherait à partir de 1043 euros. Donc 2500 moins 1043, j'arrondis aussi, ça fait 1500 euros d'avantage en nature à déclarer. D'accord. Donc ça, c'est le cas de l'achat. Et là où c'est un peu bizarre dans la construction, c'est que le mode de financement joue sur l'avantage en nature. Si j'achète, je peux avoir des cas où je n'ai pas d'avantage en nature. Par contre, si je loue la borne, j'ai systématiquement 50% d'avantage en nature. Euh, Autant sur l'achat de la borne, je sais expliquer pourquoi il n'y a pas d'avantage en nature ou pourquoi il y en a un. Autant sur la location, c'est systématique. Je ne sais pas trop pourquoi.
c'est comme ça. Donc, ça donne clairement un avantage au financement en achat, puisque c'est quand même pas des très grosses sommes par rapport au coût d'un véhicule. Un coût d'un véhicule, c'est entre 10 et 15 000 euros par an, donc 40 000 euros sur les 4 ans. On parle d'un investissement de 2 000 euros, donc c'est pas significatif par rapport au coût général d'un véhicule. Donc, si je loue, pas de question à se poser, j'ai un avantage en nature. Et par contre, on a toujours cet avantage de dire que les consommations électriques pour les trajets privés ne sont pas soumises à avantage en nature. C'est un des avantages par rapport aux véhicules thermiques. Non négligeable. On passe au sujet suivant qui a animé beaucoup de discussions en ce début d'année, la fameuse taxe annuelle incitative, la TAI, qui était la déclinaison de la LOM. Souvenez-vous, hein, la loi d'orientation des mobilités nous avait donné des seuils sur lesquels vous deviez avoir un pourcentage de commandes à passer en véhicules à faible émission, les fameux VFE, qui étaient soit des hybrides rechargeables, soit des électriques. Sauf qu'au moment de commencer à sanctionner le non-respect de la loi qui existait depuis maintenant plusieurs années, eh bien, les législateurs ont été confrontés à une dure réalité, c'est qu'on ne sait pas suivre les véhicules en commande. Et finalement, l'État n'a qu'un seul lieu sur lequel il peut flaguer, taguer les véhicules qui ont été mis à la route, c'est finalement l'immatriculation de ces derniers. Donc la loi a été transformée pour vous sanctionner sur le non-respect de la LOM, sur non plus les commandes, mais les immatriculations de véhicules qui rentrent dans le parc. Et avec un schéma, je pense que si les AEN étaient subtils, vous allez découvrir la très grande subtilité et l'immense créativité à la française dont nous avons fait preuve pour cette taxe, que je vais laisser le soin à Stéphane de vous présenter. Effectivement, en général, chaque fois qu'on le présente, on éclate presque de rire avant la fin du calcul parce que tellement c'est compliqué à expliquer. Néanmoins, on a voulu le synthétiser. Donc, à la fin, c'est cohérent, mais c'est quand même très compliqué pour comprendre ce mécanisme. Donc, on a trois composantes dans le calcul de cette taxe. Le premier, c'est le coût du véhicule manquant. Donc, on a un objectif de mettre des véhicules basse émission à la route. En 2025, s'il me manque des véhicules par rapport à cet objectif, je paye 2 000 euros par véhicule manquant. En 2026, 4 000. En 2027, 5 000. Donc ça, on sait déjà que ça va augmenter. On n'a pas le barème des années suivantes, mais on peut imaginer qu'il reste à 5 000. Voilà. Ça, c'est la première composante, c'est combien on va payer. La deuxième, c'est déterminer où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif. Donc l'objectif, il est annuel. Donc 2025, je dois avoir mis à la route 15% de véhicules basse émission. Donc je prends la taille de mon parc. Pour l'instant, je garde la taille de mon parc pour plus tard. On va en reparler. Je prends la taille de mon parc, je fais 15% et ça me donne ma cible. Ensuite, je compte combien j'ai de véhicules basse émission dans ma flotte. Donc là, pour chaque véhicule, je dois regarder si c'est un hybride rechargeable, ça va compter 1. Un électrique, il va compter 1. Mais si c'est un électrique, alors, si c'est un véhicule éco-scoré, il fait fois 1,5, donc il compte pour 1,5. Si c'est un véhicule utilitaire, c'est x2. Et si c'est un véhicule utilitaire électrique éco-scoré, il compte pour 2,5. Et donc, je dois, sur mon parc, avoir identifié à chaque fois si c'est éco-score ou pas éco-score, VUVP, et refaire un multiplicateur. Tout ça me donne mon résultat. Je soustrais donc mon objectif à mon atteint. Ça me donne mon nombre de véhicules manquants. Donc là, je vais faire un cas simple. J'ai 100 véhicules en parc, j'en ai 15. J'aurais dû avoir 15 électriques. Imaginons que j'en ai que 5. Il m'en manque 10. Donc 10 fois 2000, ça fait 20 000 euros de pénalité. Alors on pourrait se dire que c'est 20 000, mais non. On a un mécanisme de rattrapage. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on a un mécanisme de rattrapage qui tient compte du renouvellement de véhicules forte émission sur l'année en cours. Donc sur l'année concernée, donc 2025 dans notre exemple, je prends mon nombre de véhicules forte émission livrés sur l'année, que je redivise par la taille du parc. Donc si j'ai commandé dans l'année 50 véhicules thermiques et que mon parc fait 100 véhicules, je vais remultiplier par 50 divisé par 100. Donc ça, c'est le côté, c'est plutôt un mécanisme compliqué mais bien construit, parce que si jamais
j'ai jamais travaillé sur mon électrification, mais que la dernière année, je me réveille et que je décide de passer en 100% électrique, dans ce cas-là, j'ai 0 véhicule thermique commandé et donc j'aurai 0 Zéro. de taxe. Je peux Oui. me rattraper chaque année. Donc l'entreprise qui se réveille à la dernière minute peut finalement effacer l'ardoise fiscale si elle se part de toutes les vertus en allant vers des véhicules exclusivement électrifiés. Alors, presque à la dernière minute, parce qu'il faut quand même que les véhicules soient en parc. Il y a Donc, les il ne 6 suffit mois pas de de. les commander, il faut les avoir déjà en parc, donc il faut se réveiller plutôt un an avant. Donc, si vous ne l'avez pas fait, il est temps de vous en préoccuper parce que c'est quand même des chiffres qui vont monter assez vite. On a un exemple juste derrière. Alors, on a un exemple, mais je crois qu'il y a le diable Ah est dans oui, les pardon. détails et tu avais dit il y a quelques petites subtilités et je crois qu'on va prendre quelques instants pour les découvrir parce que certaines sont piquantes. Voilà, donc on a des subtilités dans le calcul. Première chose, c'est qu'on raisonne en prorata temporis. Si j'ai un véhicule qui est présent du 1er janvier au 31 décembre, ben dans ce cas-là, 365 jours de détention. Mais s'il est présent que du 1er juillet au 31 décembre, je ne vais retenir que sa durée de présence. Donc ça, on le fait pour chaque véhicule pour déterminer combien de jours il est présent dans le parc, que ce soit pour les véhicules basse émission, forte émission. Et donc ce principe de prorata temporis, c'est pour chaque véhicule du parc, pour l'entrée et la sortie des véhicules. Donc ça ressemble au concept de l'équivalent temps plein quand on compte le nombre de salariés d'une entreprise en fait. Oui, ouais, c'est ça. On fait du prorata temporis pour l'ensemble des éléments, ce qui nécessite de suivre cet élément d'entrée et de sortie précis dans les dates. Le deuxième, c'est que tous les véhicules ne rentrent pas dans le calcul. Ce sont que les véhicules des 4 dernières années civiles. Donc pour l'année 2025, 2022, 2023, 2024, 2025, et l'année prochaine, ce sera 2023, 2024, 2025, 2026. Donc on a une période glissante. Donc si vous gardez vos véhicules plus de 4 ans, bah, il faut tenir compte de cette exclusion quand on fait tous les mécanismes de calcul. Troisième principe, pour l'année 2025, on raisonne en année partielle, puisque ce dispositif a été voté en février, il n'était applicable qu'au 1er mars 2025. Donc pour 2025, on ne prend que 306 jours dans le dénominateur de la durée de véhicule. Vous voyez, je commence à sourire, mais on pouvait rigoler déjà avant. Mais donc là, pour chaque ligne, je ne dois pas tenir compte de l'année complète, je dois considérer que l'année n'a duré que 9 jours. Et enfin, le dernier, je l'ai déjà évoqué, c'est que chaque véhicule a un poids différent selon son énergie, selon l'éco-score, selon la typologie. Et on applique aussi le prorata temporis dans le calcul de ces seuils aussi. Donc, autant dire que ça demande soit un très très bon niveau d'Excel, soit un très bon logiciel pour faire ce calcul, puisque vous ne pouvez pas le confier à d'autres personnes que vous-même, puisque vous avez sûrement plusieurs fournisseurs et qu'il faut mélanger les sources pour faire le calcul. Alors, juste petit détail, hein, l'administration fiscale avait donc cette taxe se déclare en même temps que la TVA. Et donc, vos directeurs comptables, vos responsables comptables ou affaires fiscales, généralement, ont dû s'énerver un peu début janvier en disant mais comment on fait pour déclarer? Il faut savoir qu'il y a eu un petit trou dans l'administration puisque le formulaire CERFA de déclaration de TVA renvoyait sur la TAI vers un document qui n'était toujours pas publié le 25 janvier alors que vous deviez déclarer la TAI en janvier. À ce titre, un certain nombre d'entreprises ont obtenu un report ou en tout cas un peu de clémence de la part de l'administration. Et l'administration a enfin publié fin janvier le document avec une notice d'explication d'un fichier et de comment le remplir. Donc vous avez normalement les éléments pour vous accompagner, mais comme l'évoquait Stéphane, le plus simple, c'est d'avoir potentiellement mis en place un logiciel de gestion de flotte, puisque la plupart des éditeurs ont, dans l'urgence, développé un module qui vous permet de sortir ces calculs de manière à savoir combien déclarer. Peut-être un petit exemple, Stéphane? Je trouve que c'est Oui, parlant. je ne sais pas si ça va être plus parlant, mais on va quand même le faire. Voilà, donc on repart de notre parc de 100 véhicules. Pardon, déjà, on a oublié de le dire, mais l'ATI s'applique pour les entreprises qui ont plus de 100 véhicules par sirène. Hmm. Donc pour un parc de 60 véhicules, de 700 véhicules, pardon, avec 60 véhicules au 31-12, 200 renouvellements, dont 20 électriques. On a donc 2 000 € par véhicule manquant, première composante. Le deuxième, on aurait dû faire 700
700 fois 15% d'objectif, moins 60, c'est le nombre de véhicules à atteindre, 15% de 700 moins les 60 qu'on a, les 20 électriques mis en place. Donc c'était Donc ça, 105 voitures la cible. Hein. Donc 105 moins 60, il manquait 45 voitures. 45 voitures à 2 000 €. Et ensuite, on remultiplie, puisque j'ai renouvelé 200 véhicules, mais 20 électriques, je n'ai donc que 180 véhicules forte émission, et je remultiplie par 180 divisé par la taille du parc, 700. Donc dans l'exemple, 23 000 € pour ce parc. Et si on fait le même calcul, mais sur l'année suivante. Alors là, on l'avait fait, mais pour le même exercice avec un renouvellement où les voitures auraient été commandées avec un compteur avec plus de véhicules électriques en parc. Voilà. Donc si on a plus de véhicules en parc, plus on a de véhicules, moins le niveau de taxation est élevé. Donc on voit de nouveau la forte incitation à passer à l'électrique. Ouais. Je ne vois pas de questions. Hop. Alors si, en fait, il y a quelques questions, mais je propose de les reprendre à la fin, on va avoir le temps de les passer. Eh ben, avec plaisir. Je vous propose qu'on passe maintenant à un dernier élément, qui sont les malus, bonus. On avait parlé du fait que le bonus a été retiré, le dispositif a été remplacé par les C2E. Les C2E, en termes de pédagogie, c'est donc un dispositif national, ce sont les crédits d'économie d'énergie qui ont été théorisés dans la loi POP en 2005. L'idée, c'était de dire à chaque fois qu'on va pouvoir remplacer quelque chose qui pollue par quelque chose qui pollue moins, on va essayer d'encourager les gens à y aller, et donc on mesure ça avec une unité qui sont les kilowattheures CUMAC. C'est comme les équivalents tonnes CO2 quand on veut mesurer le carbone, finalement, on a une unité commune. Et donc, ça va permettre de matérialiser combien on économise d'énergie, et cette énergie va être remboursée ensuite avec un barème. Le dispositif est construit autour de 4 grands acteurs. Ce qu'on appelle les obligés, c'est-à-dire les gens qui polluent, les entreprises qui polluent, les personnes morales. Et donc, voilà, EDF, Engie, Total, bref, toutes les entreprises qui ont des émissions de carbone élevées et qui ont l'obligation de financer de la rénovation énergétique. Typiquement, pour les particuliers, vous avez peut-être connu le dispositif MaPrimeRénov', il était lui-même porté par ce mode de financement. On a le pôle national des certificats d'économie d'énergie qui est en charge de l'instruction des demandes. Donc lui, c'est le grand organisateur. Et puis ensuite, vous avez les acteurs opérationnels et techniques qui vont faire la détection des travaux, le montage et le contrôle des dossiers pour les obligés. Et puis à la fin, vous avez le bénéficiaire, c'est-à-dire soit l'entreprise, soit le particulier, qui va récupérer cette forme de subvention qui est mise à disposition. Et donc, dans le schéma, aujourd'hui, vous avez 3 grands acteurs qui peuvent intervenir. Loueurs et constructeurs, donc, qui sont tous positionnés, avec un avantage pour les loueurs, c'est qu'ils peuvent intégrer le C2E dans le financement. Vous avez directement les entreprises qui sont les obligés, qui commercialisent directement des C2E, Engie, Total et compagnie. Et puis, vous avez des acteurs indépendants qui cherchent sur le marché des opportunités en allant chercher en permanence les meilleurs dispositifs et qui sont des sociétés spécialisées. On a un de nos partenaires, notamment Roseau, qui est spécialisé dans le montage de ce type de dossier-là. Donc là, c'est intéressant que vous regardiez comment avancer sur le sujet, puisque les C2E sur un véhicule particulier sont très faibles. On est de l'ordre de 3, 4, 500 euros. Donc, ramener, comme le disait tout à l'heure Stéphane, au TCO annuel d'une voiture particulière qui est entre 10 et 15 000 euros, 400 euros sur 4 ans, c'est complètement à la marge. En revanche, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est quand vous commencez à travailler sur l'électrification de vos utilitaires, les montants montent à plusieurs milliers d'euros de ces 2 heures récupérables. Et donc, ce dispositif, il est vraiment important que vous étudiez la possible mise en place de ce dernier pour pouvoir bénéficier de ces subventions qui sont importantes dans le schéma de bascule des véhicules utilitaires vers du véhicule à faible émission électrique. On a un dernier dispositif dont on voulait vous parler parce qu'il a amené beaucoup de discussions. Souvenez-vous, l'année dernière, on vous parlait de ce rescrit en avril. On avait organisé un atelier, une conférence sur le sujet, puisqu'il faut remettre dans un contexte européen la chose.
La TVA en France et un peu partout en Europe, la logique de la TVA, c'est qu'elle est portée par le consommateur final. Donc vous et moi, en tant que particulier, quand on consomme un bien, on paye la TVA. Et finalement, il y a eu un conflit dans un des pays de l'Union qui a été remonté à la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, pour dire, mais finalement, moi, collaborateur, je paye une participation tous les mois pour avoir mon véhicule. Et donc, finalement, l'employeur est revenu en disant, ben oui, mais si le collaborateur nous donne de l'argent pour son véhicule, en fait, il a payé pour l'usage personnel. Nous, on estime qu'à ce moment-là, l'usage professionnel devrait être non assujetti à TVA, dans la logique du fonctionnement de la TVA, puisque l'entreprise, un outil de travail, n'est pas assujetti à TVA. Vos utilitaires ne la payent pas. Et ce texte est remonté à la CJUE qui a arbitré. Et cet arbitrage de la CJUE a fait qu'on a eu une retranscription en droit français de cette directive qui a été publiée au bulletin officiel des finances publiques le 30 avril. Et que dit ce texte? Eh bien que si le collaborateur verse une contrepartie financière pour l'usage de son véhicule, un peu comme s'il payait un loyer mensuel pour l'usage privé, et bien dans ce cas-là, ce loyer devrait être considéré comme assujetti à TVA, et sous réserve que, en effet, il y a eu cette contribution volontaire payée par le salarié, alors l'entreprise serait en droit de déduire la TVA sur les dépenses liées à ce véhicule. Donc on parle bien des VP, mais des VP de fonction. Le VP de service rattaché à une usine qui va servir pour des déplacements des équipes, il n'y a pas de loyer payé par un particulier, donc ce véhicule ne rentre pas dans le dispositif. Et donc par rapport à cela, on a des mécaniques qui sont intéressantes à regarder, mais qui nécessitent en effet à nouveau d'échanger avec les instances représentatives du personnel pour le mettre en place parce que ce n'est pas une mince affaire. Alors Stéphane, peut-être si tu veux bien, je te propose de rentrer pour expliquer dans le détail maintenant de comment ça s'articule tout ça. Voilà, premier sujet, c'est que le constat, c'est que sur les VP, historiquement, on ne pouvait pas récupérer la TVA, sauf sur le carburant, où on avait un pourcentage assez élevé de récupération. Donc, comme l'a dit Philippe, à partir de mai 2025, on a un BOFIC qui est venu fixer un nouveau cadre. Alors, un nouveau cadre pas encore tout à fait clair en mai 2025, mais pour avoir déposé plusieurs dossiers et fait plusieurs demandes, on commence à être confiant sur la manière de lire ce dispositif. Et donc, c'est le fait qu'il y ait une contrepartie taxable, donc une participation collaborateur, qui permet d'ouvrir le droit à récupérer la TVA sur le loyer. On attend encore quelques précisions de l'administration sur s'il y a d'autres manières de récupérer la TVA, mais on pense que ça sera principalement celle-ci. Ce dispositif de participation, donc, ça demande un assez grand changement quand il n'est pas dans un car policy, puisqu'il va falloir que le collaborateur paye lui-même une partie du véhicule. Donc un assez grand changement, mais le jeu en veut plutôt la chandelle, puisqu'on va économiser la TVA sur le véhicule, donc entre 1000 et 1500 euros par véhicule par an. Donc une opportunité qu'on n'avait pas eue depuis longtemps en termes de réduction de coûts. Donc une assez grosse conduite du changement à prévoir, néanmoins, pour expliquer le dispositif, adapter la carte policy, et ça se fait assez bien avec la transition énergétique. D'ailleurs, il y a des optimisations qui font que les effets sont cumulables. On va juste regarder un exemple rapidement pour expliquer comment ça se construit. Donc, la TVA déductible, quand vous payez un loyer de 500 euros, vous avez dedans 100 euros de TVA. C'est cette partie-là qui devient déductible. Par contre, il va falloir collecter de la TVA sur la participation, mais comme on s'adresse à un particulier, le particulier, lui, le conducteur, il est considéré comme un particulier, donc tout ce qui le concerne est considéré comme TTC. Et donc son montant de participation, il est présumé TTC. Et donc dans l'exemple 116 euros de participation, on a 19 euros de TVA. Et donc le bénéfice mensuel, c'est 100 moins 19 euros, donc 81 euros. Et donc à peu près 1000 euros d'économie par an dans cet exemple. Donc c'est un dispositif très intéressant qui demande pas mal de refontes dans les cartes policy pour être éligible et qui en plus est un dispositif neutre pour le collaborateur sur la partie TVA. Donc ça demande des changements, mais le collaborateur n'est pas tellement touché par ce dispositif, au moins dans son deuxième effet. Philippe, je propose de passer au... Alors, j'avais juste un dernier point, moi, qui est une fiscalité déguisée que je voulais vous rappeler
mais quand vous mettez des voitures à vos collaborateurs, on a parlé tout à l'heure du malus au poids, il y a un deuxième malus au poids qui est un peu caché. Et donc, pour toutes les entreprises qui auraient des conducteurs qui se déplacent en région parisienne, un petit point de rappel et de vigilance sur le poids de vos véhicules thermiques, notamment puisque dès que le véhicule dépasse 1600 kg à Paris intramuros, eh bien, vous avez une taxation du stationnement horaire en agglomération, donc pas le parking privé, hein, mais bien enfin, le parking public, je veux dire, mais souterrain, mais le stationnement sur route, eh bien, on passe à 225 € la journée de stationnement dans Paris intramuros pour les 11 premiers arrondissements de Paris et 150 € pour les arrondissements qui suivent. Point très important, les véhicules électriques restent exonérés de cette taxe, mais jusqu'à 2 tonnes. Et donc, Stéphane évoquait tout à l'heure le fait qu'il devient important d'intégrer le poids dans vos réflexions, mais souvent les entreprises parisiennes ont des sièges en région parisienne avec des salariés qui peuvent vivre dans Paris intramuros. Gros point de vigilance sur ce sujet-là qui peut vous amener d'assez mauvaises surprises. Et c'est toujours compliqué ensuite sur les FPS d'aller chercher 225 € pour un FPS non réglé. Petit rappel, le texte a été modifié en 2025 par le Conseil de Paris qui a rappelé que les utilitaires thermiques payaient le tarif horaire standard mais n'avaient pas cette majoration liée au poids et que les utilitaires électriques, quel que soit leur poids bénéficient d'une exonération, donc de la gratuité du stationnement. Voilà, je propose en effet qu'on passe aux questions. Sans plus tarder, vas-y Stéphane. Donc, on a une première question qui est sur les avantages en nature liés aux bornes, sur le fait de déclarer l'avantage en nature le mois de l'installation. Alors, donc ça, c'est lié à votre politique. En fait, le fait de déclencher un avantage en nature, le premier critère, c'est le fait que vous ne prévoyez pas de désinstaller la borne. Si vous ne prévoyez pas de désinstaller la borne en cas de départ du collaborateur dans votre règlement intérieur, la charte conducteur ou autre, ben effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas déclarer l'avantage en nature, puisque de facto, vous acceptez ce principe-là. Donc effectivement, dans ce cas-là, oui. Par contre, si vous prévoyez la désinstaller, il n'y a pas de raison de calculer l'avantage en nature au départ, mais c'est plutôt dans le cas où vous ne faites pas cette désinstallation qu'il faudra prévoir la déclaration de l'avantage en nature. Une deuxième question qui est, est-ce que la borne est achetée au nom de l'entreprise ou du collaborateur? Ça, c'est une politique d'entreprise, c'est à vous de décider ça. Il n'y a pas d'incidence d'ailleurs sur le sujet des avantages en nature. C'est plutôt un principe de responsabilité, de transfert de propriété. Ce qui va compter, c'est qui paye quoi dans le calcul. Donc, vous pouvez faire acheter vos bornes par les collaborateurs et les rembourser, ou inversement, acheter les bornes et vous faire rembourser par le collaborateur. Les deux mécanismes sont possibles. Stéphane, il y avait une question sur la TAI, sur le prorata temporis. C'est quand est-ce qu'on commence à comptabiliser les voitures? 30 jours, pas 30 jours? Est-ce que tu peux mettre un coup de projecteur sur ces deux éléments? Alors, je vais renvoyer à la notice. Il y a désormais une notice qui est publiée sur le site de l'administration qui décrit tout le cadre. Donc, elle est assez précise. Donc, chaque fois que vous avez un cas particulier, le mieux, c'est d'aller revoir la documentation qui permettra de déterminer sur chaque règle. Elle est publiée depuis 2 semaines maintenant. Donc, ça vaut le coup. Enfin, je ne sais pas si ça vaut le coup de la lire, mais au moins, il y a toutes les réponses. Et 30 jours, le dire seuil que de départ, normalement, je crois. oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est bien de s'approprier le texte d'origine pour pouvoir regarder le sujet. Juste sur les bornes, il y avait une question sur le 1043 €. Effectivement, tant qu'une entreprise ne dépasse pas 1043 € de participation et moins de 50% du montant, il n'y a pas d'avantage en nature. Et je confirme ce qu'on a dit. C'est bien le dépassement de 1043 € ou de 50% de la prise en charge qui déclenche l'avantage en nature. Il y a une question sur les frais d'électricité aussi, et je crois que ça sera la dernière question puisqu'on va finir à 11 heures. Est-ce que les frais d'électricité entrent dans le calcul de l'avantage en nature? Non, ils ne rentrent pas. Et au moins, dans l'état actuel des textes, le dispositif est prévu jusqu'à fin 2027. Donc les règles d'avantage en nature sur les véhicules électriques sont déjà indiquées jusqu'à fin 2027, jusqu'aux mises à disposition de fin 2027. Évidemment, s'il se passe quelque chose d'ici là, ça viendra changer le sujet. Voilà.
voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus cette Absolument. présentation. Merci à tous de votre présence. Vous avez été très nombreux. Merci pour les nombreuses questions. On a dû en traiter une très grande partie. Le support, vous recevrez incessamment sous peu une petite communication avec un lien pour le télécharger pour ceux qui le souhaitent, ainsi que le replay qui sera mis en ligne. Merci à tous pour votre participation ce jour. C'était le premier webinaire fiscal Olson depuis un petit moment. Et donc, merci de votre présence à nos côtés. Bonne journée à tous.